La nuit est tombée sur cette petite bourgade de Judée, et chaque maisonnée s'éteint paisiblement dans le sommeil de l'insouciance. Mais à travers une petite lucarne éclairée à la lumière d'une bougie, on peut apercevoir une assemblée studieuse à cette heure tardive. Jésus-Christ, le chef de projet, s'apprête à prendre la parole. Avant toute chose, je tiens à ce que vous sachiez que je suis extrêmement fier de vous, leur dit-il. Vous avez fourni un travail acharné, et chacun d'entre vous, au cours de ces 3 dernières années, a fait une progression remarquable. Surtout toi, Pierre. Enfin, vous avez tous les 12, tous autant que vous êtes, donné le meilleur de vous-même. Mais le meilleur de vous-même n'est pas toujours suffisant, et ce soir, l'un d'entre nous va nous quitter, et ma sentence sera irrévocable. L'attablé est saisi par la panique, et on peut les comprendre. Ils en ont bavé pendant 3 ans, cédant à la moindre débluie de ce gourou capricieux, abandonnant famille, enfants, amis, et surtout tout espoir de relations charnelles, dans la voie d'errance et de solitude qu'ils avaient choisie. Et malgré les humiliations et les brigades quotidiennes, ils ont serré les dents, ravalé leur fierté, et se sont voués corps et âme à ce stage qui devait leur permettre d'enjoliver leur CV par une expérience extrêmement enrichissante tant sur le plan humain que social et spirituel. Lequel d'entre eux a pu faillir à sa tâche? L'un d'eux se lève, excédé. Au fond de lui, il sait. Après être parvenu pendant des mois à instaurer une ambiguïté platonique avec ce chef despotique qui tentait de donner une toute nouvelle signification au terme rapport de stage, il a craqué. Il a refusé le massage de pied dont son chef empressé avait voulu le gratifier à cette heure tardive de la soirée. Il sort brusquement et dans un excès d'agacement, il fait crucifier son patron. Cet épisode regrettable mis à part, chacun de ces stagiaires ont pu, par la suite, bénéficier toute leur vie de cette formation aux côtés de leur chef, auréolé de sa fierté de fils d'eux. Et avoir le Fils de Dieu en contact LinkedIn, ça ouvre pas mal de portes. Stagiaire, tu es stagiaire, et sur ce stage, je bâtirai mon emploi. Alors, tout travail mérite stagiaire. Je te vois venir, Clément, jetant sur moi ton regard inquisiteur. Mais la bave du néomien n'attend pas le blanc stagiaire. Oui, blanc, car étant séquestré de 8h à minuit dans la salle des photocopieuses, à tenter de comprendre comment leurs photocopies peuvent s'inverser dans le sens recto-verso. Il n'a pas pu voir le soleil de la semaine. Mais là où vous voyez la persécution, moi, j'y vois une bénédiction. Heureux celui qui, tout en servant le café, parvient à comprendre les rouages de l'emploi et ses mécanismes qui lui permettront peut-être un jour d'occuper cette position si convoitée de bourreau de stagiaire. Mais ce temps est aujourd'hui révolu. Quelques années auparavant, une révolution menée par un courant anarcho-léniniste avait décrété l'abolition pure et simple du concept de stagiaire. Leur slogan, sous les rapports de stage, l'enfer. Ou encore, en France, on n'a peut-être pas de stagiaires, mais on a des idées. Ils proclamèrent la fin de l'oppression trotsko-bourgeoise, qui faisait du stagiaire l'esclave moderne. Leur rhétorique usée, mais efficace, convainquit la jeunesse, qui se refusa désormais à toute forme de travail non rémunéré, perçue comme l'expression ultime d'un impérialisme dépassé. Aujourd'hui, cette place où ils avaient manifesté leur mécontentement est devenue désertique, abandonnée. C'est un centre délabré que cette jeunesse a laissé derrière elle, une ville fantôme, dans laquelle certaines professions vivent leurs derniers instants. Là, un allumeur de réverbère caresse avec tendresse ces reliques du passé. Il sait ses derniers instants proches. À 62 ans, il partira. Son savoir-faire ancestral oublié. Ici, un crieur public marmonne seul ses anciens discours, nostalgique d'un temps révolu par manque de successeurs. Et autour d'eux, virevolte un chasseur de papillons qui a ressorti pour l'occasion son filet tout troué, qu'il aurait voulu pouvoir transmettre en même temps que sa technique aux futures générations. Malheureusement, cela ne se fera pas. Ils en ont bien conscience. Cela fait bien longtemps désormais que plus aucun jeune ne s'intéresse à ces métiers, pour eux déjà fossilisés.
Ces jeunes ambitieux aux dents si longues qu'elles leur transpercent les pieds à chaque pas qu'ils font, se précipitent diplôme en poche vers les emplois de la finance ou de la politique, délaissant ces professions si poétiques mais si peu rémunératrices. Ils pensent savoir, fraîchement diplômés à 24 ans, la direction que doit prendre leur vie, et dédaignent avec mépris ces emplois trop peu connus. Et pourtant, il leur aurait suffi d'un stage de terrain pour se rendre compte de la vanité et de la naïveté de leur projet de vie. Et ils auraient pu se laisser tenter, peut-être, par cet emploi de conservateur du musée de la pantoufle et de la charentaise, ou par celui d'éleveur de loups dans les Alpes. À la place, ils seront flics, fonctionnaires ou profs à Néoma, de quoi attendre surtout sans faire l'heure que la retraite sonne. Imaginez un monde terrible qui privilégierait l'apprentissage sur le banc des écoles à celui du terrain, qui valoriserait les livres aux rencontres humaines, qui déterminerait la valeur d'une personne entre 0 et 20, qui favoriserait la récitation et la conformisation d'un enseignement tout fait à l'improvisation et à la création que permet l'expérience. Imaginez encore ce monde dystopique dans lequel des personnes qui nous gouvernent n'auraient aucune idée de savoir à quoi ressemble la vie de leurs gouvernés, qui auraient appris par cœur la valeur du SMIC ou du RSA, sans réellement pouvoir en appréhender pleinement la signification. La tête emplie de chiffres et de formules toutes faites, telles que chaque effort individuel compte dans cette période d'austérité. Mais la prospérité se profile au coin de la rue. Ils prétendent pouvoir, depuis leurs bureaux de Bruxelles ou de Paris, plaquer leurs politiques et leurs idéologies préécrites sur un peuple qu'ils ne se donnent même pas la peine de connaître. Et, cloîtrés dans leur tour d'ivoire, ils portent sur ce peuple qu'ils sont censés servir un regard de mépris teinté d'arrogance, et construisent eux-mêmes leur propre tour de Babel, se prennent pour des dieux quand ils n'en sont que les stagiaires. Oyez, oyez, peuple de Néoma. On nous demande aujourd'hui de parler sur le sujet « Tout travail mérite salaire ». C'est donc tout naturellement que mon expertise est mise à contribution. En effet, je suis étudiant en école de commerce. Le travail, c'est donc ma spécialité. Et le salaire, ce que je désire le plus. Ici, à RMS, nous avons déjà l'habitude des noms un petit peu farfelus à rallonge type Néoma, Business School, Campus de Reims. C'est pourquoi il m'a semblé important de s'arrêter un instant sur la partie adverse. Sciences Po Paris Campus de Reims. Bon. Ce n'est pas seulement le campus des étudiants qui avaient l'opportunité d'étudier à Saint-Germain-des-Prés, mais qui ont choisi un vieux couvent de la fin fond de la rue Chanzy. Non, 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 pas seulement. C'est surtout le campus US de Sciences Po Paris. C'est quelqu'un qui m'a dit que vous venez à l'école, serait-ce possible alors qu'enfin nous découvrions? Oui, à mon plus grand regret, nous n'avons pas eu beaucoup l'occasion cette année de croiser nos amis des Sciences Pistes. Et vous m'opposez, à raison sans doute, que les hauts lieux de la culture rémoise ne sont pas vraiment propices à ce genre de rencontres. D'abord parce que les probabilités de se croiser en haut des tours de la cathédrale ou bien dans le musée d'art moderne sont relativement réduites. Ensuite parce que nous sommes bien isolés sur notre colline et que vous vivez au fin fond de votre vallée. Et enfin, parce que le vendredi soir, au Vogue, Poussin ne laisse pas rentrer les mineurs fraîchement sensibles. Finalement, tout ça, ça change pas grand-chose à nos amis Ouette, Coquel ou Génouville. Thug, de la tête aux pieds, vous venez de ces quartiers difficiles des banlieues. Vous avez fait toutes vos scolarités dans les ZEP et c'est grâce aux politiques d'ouverture de Richard que vous êtes là où vous en êtes. Oui, oui, mesdames et messieurs, les Hauts-de-Seine, c'est la West Side. C'est bon, tout naturellement que leur choix s'est porté sur Sciences Po Paris, Campus West Coast. Ouais, bon. Petite Rolex, habillé en herpès, couvert d'herpès jusqu'à la ceinture. Vous n'aurez pas dû oublier si vite la parole de votre maître, de notre maître d'ailleurs à tous, Bouba. Pourtant, il vous le dit de manière très claire et très explicite dans son cœur. Tu voudrais que je tape pour le SMIC? Garde la pêche. Keep the peach, darling.
Ce n'est donc pas le salaire qui importe, mais bien la juste valeur de son travail. Ce n'est qu'un rêve de technocrate abusif que de penser que tout travail mérite salaire. En l'état actuel de notre économie, il serait tout de même bien pratique que tout travail mérite salaire. Solution miracle s'il y en est une pour redresser la France, donner de la vigueur au pays et Emmanuel Macron en a déjà la... Enfin, imaginez un peu notre cher ministre, seul, le soir, assis à sa table de travail, dans un bureau désert du quai de Bercy. Il se remémore ces glorieuses années chez Rothschild et se prend à rêver. Quels seraient les effets sur le pouvoir d'achat, sur la consommation des ménages, si soudain les mères touchent un salaire pour élever nos enfants? Si les élèves de classe préparatoire, l'élite montante de notre pays, voyaient leur dur labeur récompensé? Ou encore si les bénévoles se pliaient en quatre pour toucher leurs émoluments? Un idiot, notre Macron? Sans doute. Un salaud? On peut se poser la question. J'aimerais d'ailleurs qu'on se penche un peu plus sur le cash à l'eau, un sujet si bienvenu quand on joue face à Gwendoline. Non, être vénère à ce point, ça ne débouche sur rien de bon. Really is not that good, Gordon. J'ai d'ailleurs appris à mes dépens. Ce n'est que récemment que je suis sorti de mon flou artistique à ce sujet. En effet, dès ma plus tendre enfance, j'ai été traumatisé par les paroles de ma mère qui, obsessionnellement, ne tournaient qu'autour du fric. Mon trésor, tu pèses, me disait-elle quand je m'asseyais sur mes genoux. Arrivant en école et toujours obsédé par ce frisbee, je ne pouvais, en tant que membre du BDE, qu'être responsable de gérer les ronds. Et attention, je ne parle pas que de la trésorerie, mais je parle aussi des sous qui balancent leur blé pour obtenir des rots. Quoi qu'il en soit, on reste dans la galette. J'ai moi-même beaucoup d'expériences personnelles en matière de bénévolat, et même pour de grands groupes français du CAC 40 qui montrent que le salaire, ce n'est pas tout. Il y avait par exemple le Vietnam en 1969, où je fus envoyé pour être l'agent d'Orange sur les zones du conflit. Grâce à moi, un accord de paix fut trouvé dans le pays, et puis Veni Vidi Vinci, comme on dit. Plus récemment, en Roumanie, je faisais partie du jury d'un concours organisé par Renault et dont le lauréat Ludovic Tim me mettait en garde par rapport au transport en commun. Surtout, me disait-il, ne te déplace pas dans leur bus. Je peux t'assurer qu'au premier carrefour, tu te seras déjà fait dépouiller. Ah, que ça, avec les Roms, faut se méfier. Pour conclure mon propos, je tiens quand même à remercier chaleureusement le travail des deux associations, Sciences Polémiques et Néoradar, pour avoir mis en place cette joute et nous réunir aujourd'hui en ce lieu. Un travail d'organisation énorme qui, bien entendu, ne donnera pas salaire. Cher auditoire, je ne vais pas vous mentir, je suis dans une position difficile. Ma mission ce soir est délicate. Ma mission est sans nul doute même immorale. Ma mission est périlleuse. Non pas parce que les adversaires sont intrépides, non. Parce que la mission qui m'est proposée aujourd'hui, que dis-je, imposée, est de trancher en faveur d'un degré d'handicap plus ou moins sévère. Où est passée la moralité dans cette école? Ainsi, à la faveur du spectacle, à la faveur du show, à la faveur de la joute verbale, pour défendre sa vision de la cécité, chacun braille. De vision, c'est bien ça, c'est bien de cela qu'il est question. Alors Sciences Po, il est l'heure de se parler, puisque ça, vous savez le faire, les yeux dans les yeux. Au pays des aveugles, les borgnes sont-ils mal vus? Les gens simples d'esprit, les mauvaises langues diront alors effectivement, les borgnes sont mal vus puisqu'ils ne sont pas vus des aveugles. Ceux-ci ne voient pas. Le bon sens vient de chez nous. Mais, puisqu'il est question de vision, élargissons le point de vue. C'est quoi être aveugle? Être aveugle, c'est être dans le noir. Est aveugle celui qui ne voit pas. Est aveugle celui qui est dans l'ignorance. Est aveugle celui qui est étudiant à Sciences Po. Ainsi est aveugle également le militant de base de la droite extrême, où effectivement, vous avez vu, c'est l'actualité, le borgne jusqu'ici souverain d'honneur
maintenant souverain dans l'exil, est assez mal vu, effectivement. Ainsi, œil de verve chancelante, ne font pas bon ménage. Jean-Marie Le Pen aura maintenant tout le temps qu'il voudra pour faire courir les rouquins, pédés de surcroît. Voici donc un exemple évocateur de borgne mal vu au pays des aveugles. Je laisse néanmoins le loisir de la discussion des polémiques politiciennes à mes amis de Sciences Po. Je vous rends hommage. Des cas qu'on a tous vécu. Moi je pense notamment au jeu populaire Colin Maillard, où justement on entrait dans le royaume des aveugles puisqu'on se bordait les yeux. Et c'est arrivé à tout le monde, j'imagine, moi aussi également, de vouloir jouer aux borgnes, c'est-à-dire un petit peu lever le bandeau pour pouvoir voir les autres. Et effectivement, j'étais très mal vu. Quelle ne fut pas ma sentence à ce moment-là, œil pour œil, dent pour dent. La distribution de Malabar qui suivit cette partie ne m'était pas réservée. J'étais donc exclu, j'étais donc triste, j'étais un borgne et j'étais mal vu. L'obscurité, c'est le fardeau de l'aveugle. Victor Hugo, pessimiste, disait « Celui qui médite vit dans l'obscurité. Celui qui ne médite pas vit dans l'aveuglement. » Une chose est sûre, si on écoute Victor Hugo, personne ne voit. Voilà un homme qui, disons-le, n'a pas froid aux yeux. Il n'y a de place pour le borgne, encore moins pour le voyant. Un autre grand penseur de la condition humaine, qui a beaucoup étudié un grand sujet qu'est le blues, Johnny, chantait. Qu'on me donne l'obscurité, puis la lumière. Contrairement à Victor Hugo, il pense que la lumière existe. C'est un progrès. Bien. Mais, selon Johnny, l'aveugle a alors une révélation. Ainsi, on passe du stade de l'obscurité à la lumière. Plongé dans l'obscurité, l'aveugle cherche la lumière. Plongé dans l'obscurité, sous toute son existence, aspire à voir. Plongé dans l'obscurité, aveugle qu'il a été, apprécie alors la lumière à sa juste valeur. Mais qu'en est-il de cette position inconfortable, hybride, impropre du borgne? Nous voyons que, chez les penseurs de référence, le borgne n'est pas le sujet principal. Il n'est pas dans la ligne de mire. Délaissé, rejeté, méprisé de tous, nous sommes maintenant en mesure de dire qu'au royaume des aveugles, le borgne n'aura que son œil pour pleurer. Assis, debout, repos, comme tous les jours, les exercices se multiplient. Comme tous les jours, j'obéis, je me joins à ces mouvements, aveuglément. Comme tous les jours, les élèves de la classe de CP Rouge de l'école Sainte-Geneviève obéissent bien sagement. Cet institut était fait pour moi. Mes parents l'avaient choisi car il me permettait d'allier tout ce qui façonne un jeune homme sain et équilibré. La joie de vivre du couvent et la belle douceur de la liberté nord-coréenne. Si, à défaut d'y apprendre à lire et à écrire correctement, j'y devins un adepte des chips que nous distribuait le curé chaque dimanche, c'est également là que débutèrent les prémices d'une existence aveugle. Comme tant d'autres de ma génération, je fus, dès mon jeune âge, attiré par l'essor croissant de la technologie qui très vite dénatura ma vision de la société. De retour chez moi, je ne trouvais réconfort qu'auprès de ma seule alliée au sein du foyer, la télé. Ainsi, ma vie était-elle rythmée. Chaque soir Canal J, tous les matins Pokémon, même en vacances, les bons moments passés entre cousins s'effectuaient devant Interville. Interville donc pour les non-initiés, c'est-à-dire en fait pour tous ceux qui ne regardent pas France 3 le samedi soir, c'est-à-dire pour tous ceux qui ont une vie en fait. C'est l'affrontement entre deux vies à travers une série d'épreuves. C'est un peu comme des chiffres et des lettres, si tu regardes c'est que tu es soit chômeur, soit retraité.
donc, je ne voyais plus le monde qui m'entourait. Comme tant d'autres, j'avais une vision biaisée de la réalité. Je ne réalisais pas à ce moment-là que la dynamique aveugle dans laquelle j'étais enfermé s'était répandue dans toute la France, portant avec elle un danger terrible. Nous sommes le 21 avril 2002, je suis devant mon écran et l'histoire s'écrit alors sous mes yeux. Ce jour-là, un homme, à lui seul, fait trembler la France entière. C'est le monarque au cœur de pierre, le dit tyran au poing de fer et le tribun à l'œil de verre. Jean-Marie Le Pen est au deuxième tour des élections présidentielles. Les Français, aveuglés par la peur et leur classe politique, par l'excès de confiance, n'ont rien vu venir et ont dénigré l'ascension de ce borgne indolent. Alors qu'on aurait dû la stigmatiser, elle est d'abord passée inaperçue et trop tard est apparue aux yeux de tous comme une réalité. Nous sommes aveugles, non pas car nous ne voyons pas, mais parce que nous n'osons pas regarder une vérité en face. Nous nous refusons à la pointer du doigt et préférons la banaliser, la faire passer inaperçue. Voilà le danger qui nous guette. Peuple de Reims, amis science-pistes qui constituent l'avenir de notre pays. Et vous, amis néorateurs, sur qui repose l'avenir du quartier Croix-Rouge. Je suis venu ce soir afin de vous avertir de la menace qui pèse. Si au royaume des aveugles, les borgnes ne sont pas rois, peut-être un jour seront-ils présidents. Depuis son plus jeune âge, Jean-Marie a su voir les portes qui s'ouvraient à lui et s'effrayer un chemin dans une France incapable de constater la menace grandissante. À 18 ans, c'est donc plein d'espoir qu'il intègre Sciences Po, une institution qui saurait lui donner les clés du pouvoir. Certes, on l'avait mis en garde sur les rumeurs d'une école aux mains des avant-gardistes intellectuels bobos mangeurs de tofu, mais il n'avait pas froid aux yeux. Baliverne. Quelle ne fut pas sa déception le jour où l'administration bolchevique lui refusa son concept révolutionnaire, son BDE à lui, son bureau des étrangers. Mais peu importe, notre homme a les yeux rivés vers le futur. Il apprendra vite les rudiments nécessaires à un avenir politique national. Trouver des problèmes là où il n'y en a pas, faire de la simplicité une chose compliquée et parler de tout sans ne rien savoir. Telle était la spécialité de Sciences Po. Il comprend alors qu'une tête bien faite n'est pas nécessaire pour en mettre plein les yeux. Ses camarades, aveuglés par leurs ambitions et leurs rêves de grandeur, ne verront pas la menace future du borgne qui pèse sur eux. Il grandit ainsi, et son idéologie avec lui, se frayant ainsi un chemin au sein d'un peuple qui le dénie. Il ira même jusqu'à réfuter l'Europe. En effet, l'euro, s'il symbolise sa bonne digestion en fin de repas, est surtout pour lui la vision biaisée d'un avenir supranational inconcevable. La France change alors, les jeunes font tomber la cravate, puis la chemise, Sartre et Camus meurent, Nabila naît, Stéphane Hessel survit. Et malgré ce lot de catastrophes, les Français restent muets et les hommes politiques aveugles. Certains croient même pouvoir s'amuser avec le jovial corsaire en lui permettant de fouler l'épaisse moquette de l'Assemblée nationale. Jean-Marie n'est plus une menace, mais une source d'amusement. Ses frasques sont des détails de la politique française. Les ombres qui planent au-dessus de ses épaules semblent bien peu de choses. Une salve contre les étrangers, on se gausse. Des remarques sur les silaïques, on passe son chemin. Un appel à entendre siffler la guillotine, continuez. La classe politique, aveugle, laisse faire. Mais les Français, eux, écoutent. Et qui pourrait les blâmer de se laisser séduire par la verve truculente du beau borgne, quand les dirigeants ne jurent plus que par les bobos. On le croit vieux, usé, fatigué. Mais voilà que la nef reprend les flots. En 2011, c'est trop tard. Les Bretons ont pris la barre d'un état en perdition. Et petit à petit, on vire de borgne, on s'engage dans la marine et on vire le borgne. Alors qu'ils nageaient jusqu'à présent à contre-courant, la marine nationale enrôle de plus en plus de Français. Le 22 avril 2012, ils sont 1 sur 5 à voter pour elle. Dépités, mon père et moi avons peur. Les événements m'attristent et Marine, elle, le peine. L'indifférence nous
nous a tués face à une majorité aveugle et noyée dans un conformisme passif. Perspicaces sont ceux qui ont su y voir la brèche qui s'y était ouverte. L'homme qui parle, tonne et s'engage sera toujours plus bruyant que celui qui attend sagement que son jour vienne. Oui, les borgnes toujours guideront les aveugles. J'ai eu la chance d'aller avec l'orateur au concours d'éloquence de Sciences Po. C'était vraiment très chouette. Pour ceux qui ne sont jamais allés, c'est dans un cadre sublime, dans un magnifique bâtiment du XVIe siècle, entièrement restauré. Tout y était vraiment très beau, y compris ma voisine dans la salle où se déroulait le concours. Après, ils ont une façon très différente d'aborder cet exercice. Même si eux aussi ne parlent pour ne rien dire, ce qui fait le charme d'un concours d'éloquence, il semble qu'il existe de nombreuses règles informelles qu'il faut respecter absolument quand on participe à ce concours. La première, me semble-t-il, est qu'il faut à tout prix citer au moins une fois un homme politique, et de préférence le général de Gaulle, et ce, si possible, avec une larme à l'œil et la voix qui tremble. Et comme le disait ce grand homme qui était le général de Gaulle, la France ne serait pas la France sans la grandeur. Et là, c'est parfait pour un peu comme s'il y avait un barème. 3 points pour le général de Gaulle, 2 points si tu fais Sarkozy en même temps en l'imitant avec une petite mimique, et 1 point si c'est un autre homme politique. Et si à la fin tu n'as pas au moins 5 points, c'est que tu ne fais pas partie du concours d'éloquence de Sciences Po. Après, on peut l'expliquer par un certain background, avec tous les cours d'histoire et de politique qu'ils ont, cela doit forcément influencer leur discours. C'est sûr qu'en étant étudiant d'école de commerce, c'est beaucoup plus dur d'avoir ce genre de référence. Nous, on a des cours de compta ou de management des opérations. Moi, les seules citations que j'ai apprises au cours de cette année étaient les paroles de Séverac, de Caris. Et c'est beaucoup moins facile à citer lors d'un concours d'éloquence. Vous pourriez dire, en plein milieu de nos orateurs, on a assez travaillé pour l'esclavage, salope. Ensuite, me semble-t-il, ils ont un goût très prononcé pour les métaphores et les périphrases. Dire que quand on participe à ce concours, on ne dit pas « hier soir je suis allé au Vogue avec quelques copains », mais on dit plutôt lors de cette bataille épique que fut ma soirée d'hier soir, où nombreux sont tombés le verre à la main, j'ai vaincu. Descendant tour à tour de nombreux liquides alcoolisés colorés qui vivifient l'âme et l'esprit, et accompagné de mes plus fidèles camarades, ceux qui ne me trahiront jamais, et qui, s'il le faut, iront jusqu'en enfer avec moi. Nous avons visité le plus haut lieu de débauche et de perdition rémois. Et après avoir triomphé non sans panache de son obscure muraille qui porte le nom d'un célèbre peintre français du XVIIe siècle qui actuellement a une exposition dans cette vénérable institution qui est le musée du Louvre, j'ai dansé au rythme endiablé d'une musique endiablée pour finalement fusionner et ne faire plus qu'un avec une charmante créature aux lèvres pulpeuses et aux courbes rebondies. Et j'ai réalisé cette quête épique, car comme le disait ce grand homme qui était le général de Gaulle, la difficulté attire l'homme de caractère et c'est en l'étreignant qu'il se réalise lui-même. Panache, et que c'est assez impressionnant, mais cela peut en perdre plus d'un. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'ils ont une règle qui n'existe pas à Norateur, dire qu'à la fin, le jury peut poser des questions au candidat. C'est-à-dire que je pense que c'est pour qu'ils leur expliquent où ils voulaient en venir avec toutes leurs métaphores et les Du coup, je dois vous l'avouer, à la fin, j'étais pas très serein, en pensant que dans un mois, ça allait être à mon tour de me présenter face à ces esthètes de la langue française, qui, je dois le reconnaître, ont quelques très bons jeux de mots à leur actif. J'avais un peu cette tête que j'avais avant mon partiel de finance d'entreprise, pour quelques raisons obscures, comme la sortie des 4 derniers épisodes de la saison 5 de Game of Thrones, je n'avais pas pu réviser la veille où j'étais censé découvrir cette matière. À ce moment de la soirée, j'essayais de me rassurer en me disant « Mais non, mais toi aussi, Lancelot, tu peux avoir du talent. Une fois, tu avais fait une blague drôle à l'orateur, rappelle-toi. C'était pour le sujet l'immigration, esclavage des étrangers.
qui avait commencé en disant je crois que ce sujet est fait pour moi parce que je suis un sans-papier et c'est un aigle qui écrit mes discours. Eh bien, devinez quoi? Ce partiel a été un des moments les plus douloureux de ma scolarité. Du coup, j'ai déjà pris mes billets pour les rattrapages. Du coup, comme vous pouvez vous le douter, ce soir, je ne me présente pas en tant que candidat devant vous, cher jury, mais plutôt comme critique. Plutôt que de prendre le risque de me faire exploser face à un flot de métaphores et de jeux de mots subtils, je préfère me réfugier derrière ce statut qui me permet de juger la dernière performance de mon adversaire de ce soir, dont je n'ai même pas un quart du talent. Oui, je sais, vous avez le droit de dire, les critiques sont souvent des écrivains ratés, et dans mon cas, un orateur raté. Mais, en tout cas, je n'ai pas l'impression d'avoir été odieux. J'espère, comme vous, que vous pensez que de temps en temps, on peut faire un discours et une critique sans être quelqu'un d'odieux. Malheureusement, le problème des génies, comme mon adversaire ce soir, c'est qu'il supporte difficilement la critique et qu'il va tout faire pour me traîner dans la boue et montrer que les gens de mon espèce ne sont capables que de jugements horribles. Mais ne tombez pas dans le panneau de sa rhétorique huilée. Il peut y avoir des jugements qui ne sont pas forcément odieux, comme j'ai essayé de vous le montrer ce soir. Il est 10 heures, en ce matin de mai. Quittant les odeurs de colle, les taches d'encre et les épluchures de gomme, les enfants sont sortis en hurlant. Tels des femmes de classe moyenne le jour des soldes chez H&M, ils se sont précipités en masse compacte et bruyante sur le macadam de la cour ensoleillée. Ils font là la connaissance de leurs premiers émois amoureux, s'adonnent aux joies du sport, à des jeux innocents. Ils échangent leurs billes, leurs cartes, leurs toupies et autres signes extérieurs de leur richesse d'enfants. Mais au milieu de cette joyeuse agitation, regardez de plus près. Le voyez-vous? Il est pourtant bien là, bien reconnaissable dans son blouson trop grand, avec ses joues rouges, sa chevelure raide et son air pensif. Rasant les bournuchons, bien loin de ce vacarme, il reste là, à réfléchir sur l'infamie des conditions de travail des surveillants ou des dames de cantine. Sa gentillesse ou sa faiblesse l'ont depuis longtemps perdu. Il irait presque jusqu'à dire merci, pardon ou bonne journée à celui qui lui vole son goûter. D'aucuns voient en lui un enfant solitaire et inadapté. La réalité est autre, et c'est bien par ses congénères qu'il est condamné, emprisonné. Voilà bien longtemps qu'enfermé et jugé, il est le seul à l'avoir compris. Il sera bien difficile d'échapper à ses regards inquisiteurs et à ses colibets. Vous l'aurez peut-être deviné, cet enfant, c'est moi. Et au vu de la description que je viens de vous livrer, vous en conviendrez. Quand on écrit ses mémoires et qu'on commence à parler de soi-même à la troisième personne dès 7 ans et demi, il est bien difficile d'échapper au jugement de ses camarades. Ajoutez à cela une vocation de poète maudit frisant l'obsession mégalomane et une haine prononcée pour les ciseaux du coiffeur, et le portrait sera complet. Alors, bien vite, il a fallu me rendre à l'évidence. Depuis la plus tendre enfance, l'homme n'est autre qu'un étrange animal qui, au lieu de jauger son réel prédateur, préfère juger son semblable. Mais plutôt que le rendre plus fort, plus beau, plus respectable, cet acte le réduit à la médiocrité. N'est-il pas odieux, celui qui tâche de son rire gras l'homme venu d'ailleurs? Celui qui pointe d'un doigt accusateur, au bout d'une main pourtant bien sale, celui qu'il croit différent? La laideur qui émane de leur visage contracté par la haine, la bêtise affligeante de leurs idées étroites, ne devrait nous inspirer qu'une profonde pitié. Une pitié semblable à celle que l'on éprouve à la vue d'un enfant apeuré sans raison. Car plus qu'une expression de mépris, le jugement est le bouclier de l'homme, effrayé par l'inconnu. Quoi de plus puissant qu'un mot pour repousser celui qui effraie par son altérité? Mettons-le d'une parole dans une case, et tout sera réglé. Il semble en effet, pour certains, plus facile d'accuser l'autre d'avoir volé ses poules ou vénéré Satan que de lui tendre la main pour apprendre à mieux le connaître. Cette stratégie est en tout cas celle employée par ma voisine de palier, effrayée par ce qu'elle considère plus comme une serpillière en chemise qu'un voisin. Qui sait, ma bonne dame, de quel atroce larcin serait capable un homme avec des cheveux pareils? Et ce que disent les sauvages qui l'écoutent chanter à toute heure sur son tourne-disque? En plus, je suis certaine qu'il fume de la Marie-Jeanne.
Le jugement est aussi l'arme des imbéciles, qui, usant sans modération aux côtés de leurs moqueries, critiquent et rejettent ceux qu'ils ne sont pas en mesure de comprendre. Les cancres railleront ce camarade, absorbé par un roman, seul échappatoire où ses amis de papier, eux, ne le laisseront jamais. Et plus tard, c'est devant leur télé qu'ils apprendront des occasions de s'instruire. Les jugeant trop intello, indignes de leur soirée, ils leur préféreront les captivantes aventures d'individus en maillot de bain et à l'accent picard prononcé. Si le jugement rend odieux, il ne mène certainement pas au Dieu. Chacun l'aura appris, d'une façon ou d'une autre. Dans la somnolence moite des cours de catéchisme de la paroisse, dans l'odeur jaunie du papier de Bible, ou même dans cette publicité, ou plus précisément sur un tatouage, celui de Zlatan. Dieu seul, ils vous l'ont dit, est apte à juger. Et plus d'un vous le diront, si tant est qu'il le puisse encore. Tenter d'usurper l'identité du grand barbu n'est ni facile, ni sans conséquence, tant celui-ci peut se montrer susceptible. Du reste, le Très-Haut n'est-il pas lui-même souvent critiqué pour les jugements qu'il rend? Prenons par exemple celui qui nous attend. Imaginez, voici venu le jour de l'Apocalypse. Les cieux s'ouvrant dans un craquement sinistre, laissent descendre les anges et leurs trompettes. Partout, la terreur laisse place à la pagaille. Les morts se réveillent, les villes s'affolent et les vivants perdent la tête. On annonce même, dans une sourde crainte, la dernière horreur émanant des enfers. La collaboration maléfique de M. Pokora et Mireille Mathieu sur un album de reggaeton fusion. C'est pourtant le moment que le Créateur a choisi pour séparer une dernière fois les bons et les mauvais. En ce jour de jugement dernier, Dieu se rendra odieux aux yeux de ceux qu'il laissera à la porte des cieux. Mais je vois déjà vos regards indignés. En imaginant moi-même cette distinction fondamentale entre bon et mauvais, j'ai pris la liberté de vous juger. Et c'est ainsi que je me suis, à mon tour, rendu odieux à votre égard. Car en vérité, il est aisé pour moi de vous donner des leçons, mais personne n'est à l'abri de juger son semblable et de se rendre ainsi détestable. Il est en effet si commun de juger l'autre qui s'écarte des sentiers battus, des normes établies. Celui qui ne parle pas, ne vit pas comme nous, celui dont le seul crime est de ne pas nous ressembler, ou même, encore plus proche, ce camarade qui refuse d'hurler avec les loups dans les soirées bière-foot, ou celui qui a copié ses pas de danse sur son père ivre à un mariage. Même s'il est facile de céder au chant de ces sinistres sirènes, ne nous laissons pas aller au jugement aveugle. Nous ne rendons pas odieux par étroitesse d'esprit. Car l'homme est bien semblable au prince des nuées. Exilé sur le sol, au milieu des huées, notre regard trop dur l'empêche de marcher. Fantastique. Alors, est-ce qu'on est prêt? Alors moi, j'avais, vous savez, le jury roux qui vient me voir et qui me dit ne soyez pas trop méchants. Alors j'aimerais savoir notamment si on peut sortir en vie en ayant dit du mal de l'école là qui nous accueille. Rappel, on peut, tu penses? Écoute, moi j'ai l'impression qu'ils sont un peu en majorité quand même. Hein. Je crois qu'ils sont en majorité, en tout cas si j'en crois le ratio talent, applaudissements, clairement ils sont en majorité. Ce qui est aussi certain, c'est que moi je vais me faire bien voir dès le début parce que on me parle d'école de commerce, et je vais leur avouer un jour ou l'autre que je suis dans un double diplôme avec HEC. Donc je pense que je vais être aimé tout de suite. Alors moi je m'éloigne un peu, mais non alors quand même pour reprendre un peu cette soirée dans l'ordre chronologique, ah tiens, on a nos noms. Alors moi j'avais qu'une seule peur, c'est qu'on ait nos photos. Parce que vu la résolution, celle qu'ils ont montrée pour les candidats, je me suis dit, ma mère elle ne me reconnaîtrait pas quoi. Là moi j'ai plus aussi quelque chose de positif. Oui, si je suis pixelisé, ça me donnera enfin forme humaine. Non, alors il y avait quand même quelque chose d'incroyable d'hypocrisie qui a commencé cette soirée, c'était le discours des deux présidents. Quand on te dit il faudrait davantage de coopération entre les deux écoles, j'imagine que ça va un peu ressembler à ça, un forum Israël-Palestine. Et Amaury, pour bien montrer à quel point il voulait de la coopération, bien Alexandre, lui, il a fait des efforts. Il a dit voilà, Amaury, il a fait ci, il a fait ça. Il a stalké son mur Facebook, quoi. Amaury, est-ce qu'il a dit un mot sur Alexandre? Non, il s'en fout. Non, traître. Non, vraiment, il a clairement
vraiment une disparité là. Et alors, moi, un autre truc qui m'a étonné, c'est quand même la vision de l'éloquence qu'on semble avoir ici. Alors, bon, personnellement, je viens de Sciences Po Paris, et je me pose des questions. J'arrive un peu, si vous voulez, on parlait de Mireille Mathieu, c'est Mireille Mathieu dans Voyage en terre inconnue, là. Et notamment, quand même, sur la vie des orateurs, on nous parle des candidats qui vont pouvoir fêter dignement avec leur ordinateur HP. Alors, moi, j'imagine un peu ce que ça va être fêter dignement un truc à Reims. On va se connecter sur Facebook, sur son ordinateur HP. Donc, c'est vraiment l'éclat, hein. Oui, c'est ça, on pourra se donner rendez-vous sur une place, il y aura la police, il y aura 12 personnes, enfin ça va être un truc dingue. Mais ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'on a senti qu'il y avait clairement une envie de femmes. Et c'est vrai qu'on peut se le demander, hein, c'est le côté Patrick Juvet de ce concours. On a beaucoup parlé de chansons, moi j'adore la chanson française, donc je veux aussi en parler. C'était où sont les femmes, hein. Ça, il y a bien à dire. Et notamment, eh ben, on a parlé à plusieurs reprises, 2 fois, hein, des jouteurs et des jouteuses. Et voilà, et on a cru comprendre que les jouteuses, c'était quelque chose qui importait ici. Et je pense avoir compris ensuite. C'est parce que je ne sais pas si tu as remarqué, Alexis, mais tous les candidats de Sciences Po ont les cheveux longs. De se distinguer, hein, à Sciences Po, l'hétérosexualité est un concept très lointain. Faites gaffe, hein, parce que vu l'air du président de Néorateur en prononçant les jouteuses, voilà, surveillez votre verre ce soir, quoi. Surtout si vous buvez avec le professeur de développement personnel. Et je me suis interrogé sur ce qu'on faisait en cours de développement personnel, mais j'espère que jouteuse. Bon, je propose qu'on passe aux candidats quand même. Et alors, bon, moi évidemment, déjà Gwendoline, alors c'est un peu un gimmick, mais quand même grand étonnement, hein. Je vais le répéter souvent parce que moi j'ouvre de grands yeux. Et alors, notamment, il y avait cette espèce de Christ revisité là. Moi j'imagine Jésus-Christ en Laurence Boccolini, tu vois. C'est-à-dire, évidemment, dans la cathédrale de Reims, alors j'y suis pas allé, mais j'espère me venger. Je vois bien quoi, les grandes fresques comme ça, avec le Christ disant à Judas, tu es le maillon faible, au revoir. Non, clairement, dans les évangiles, ça rajouterait une certaine solennité au moment, quoi. Une présence de poids, pour ainsi dire. Mais. Visiblement, il y a une grosse désapprobation. De toute façon, on a senti que la religion était quelque chose qui vraiment était importante pour vous tous ce soir, et on va y revenir. Mais non, moi, Gwendoline, ce que j'ai aimé en fait dans vos 6 prestations, parce qu'il faut le dire, elles étaient vraiment très bonnes. Pour le coup, on a passé un très bon moment. On a eu la finale, nous, de notre concours d'éloquence à Paris la semaine dernière. On s'est emmerdé, on a bien fait de venir. En fait, on a décidé que Raphaël ferait le bout de cop. Hein. Voilà, on se fait un mot. Non, mais ce qu'il y a, c'est que chacun d'entre vous, je me suis un peu reconnu dans quelque chose. Et Gwendoline, notamment, quand tu m'as parlé de ces photocopies le soir, le matin, ça m'a rappelé mon stage en cabinet d'avocat. Je me suis dit, ah ça y est, je m'y retrouve. Et puis ensuite, tu as parlé de refuser les massages de ton chef, les massages des pieds de ton chef, et là, j'ai vu qu'en fait, eh bien, nos stages avaient divergé. En revanche, moi, mes parcours ont carrément convergé, c'est avec ceux des disciples de Jésus. Puisque Raphaël et moi, tentant un jour de préparer les concours administratifs, manifestement, comme les apôtres, nous avons, je te cite, renoncé à tout espoir de relations charnelles. Et puis, bon, moi je dois avouer que Gwendoline, au bout d'un moment, tu nous as cité Michel Sardou. Et là, moi, quand on me cite Michel Sardou, on m'a perdu, hein. J'étais à fond dans ta chanson, et du coup, je me suis imaginé sur scène, soudain, prenant le micro et nous chantant stage, être un stage et 80 Pour ma part, ce sera mon dernier mot sur Gwendoline avant qu'on se fasse virer, parce que moi je m'inquiète un peu. C'est quand même ce passage sur le SMIC et le RSA. Alors déjà, moi ça m'a fait penser à LKM. Ça m'a fait penser à LKM parce que bon, on vous a parlé d'un proche collaborateur de LKM dans le jury. Alors bon, moi ça me fait marrer, il est pas là, mais c'est un scandale extraordinaire. Visiblement, il lui a fait un clin d'œil une fois dans le métro, tu vois. Et ils ont eu un moment grâce ensemble, et depuis, voilà. À ce moment-là, moi j'ai dit bonjour à Arnaud Montebourg dans la rue, enfin, je suis son futur Premier ministre, quoi. Et non, et puis moi, surtout, ce qui m'a touché, Gwendoline, c'est ton courage. Ton courage face à cette audience qui n'était pas forcément acquise. Notamment quand tu as parlé du SMIC et du RSA, bah voilà, hein, ça doit quand même être une réalité qui touche pas mal de monde ici. Et j'ai trouvé que t'étais brave. Voilà, bravo. Oui, on peut applaudir Gwendoline à nouveau. Et moi aussi,
Et Clément, en réalité, j'ai mis un instant à comprendre, oui, tu es là, voilà. J'ai mis un instant à comprendre ce que était ton discours, et c'est en réalité la fin qui m'a permis de le comprendre. C'était en fait le discours corporate, le discours qui était sponsorisé. En réalité, Neoma a payé un orateur pour qu'il nous dise tous les noms des entreprises qui vous donnent de l'argent. Et comme ça, à la fin, vous touchez. Et alors, vous avez beaucoup touché. On peut dire que tu as beaucoup donné à Neoma et à Néorateur aujourd'hui. On a eu AXA, on a eu Boeing, on a eu Renault, on a même eu Airbus. Donc en fait, voilà, d'ailleurs, là, cette fois, bon, comme on avait une fille au jury qui venait d'HP, vous avez eu un ordinateur. Voilà, la prochaine fois, vous aurez un A320. C'est un peu en gamme. Non, alors moi, ce qui m'a touché quand même, c'est ce coming out public, hein, qui n'était pas forcément facile à assumer à Sciences Po. Bon, évidemment, c'est un acte de la vie de tous les jours. C'est le coming in qui est difficile. Exactement. Enfin, moi, si vous voulez, je tremble dans le sens que je suis hétérosexuel. Mais non, ce qui est extraordinaire, depuis longtemps, ce qui est extraordinaire, c'est quand même, alors, déjà, bon, ce passage sur Emmanuel Macron qui te donne de la vigueur, mais surtout, c'est une insinuation scandaleuse. Vu le dernier bouquin qui est sorti récemment sur les politiques d'ouverture de Richard Descoings. Mais cet homme est dégueulasse. C'est vraiment affreux. Enfin, moi, je me suis senti blessé. J'ai connu Richard Descoings, monsieur. Comment osez-vous faire ça? Je lui donne mon entrée à Sciences Po d'ailleurs, mais c'est une autre question. On ne dira pas comment. Hein. Oui, puis attends, juste un dernier truc quand même, parce qu'après je vais me faire lyncher. C'est moi ce qui m'a beaucoup touché dans ton discours, c'était au début, quand tu as dit je suis étudiant en école de commerce, et bah écoute, c'est bien, faut s'en convaincre. Moi, en tout cas, en réalité, moi, je t'ai bien aimé dès le début parce que tu as clashé ceux qui ont choisi d'aller à Reims alors qu'ils pouvaient aller à Paris, et comme nous, on a choisi d'aller à Paris, et bah écoute, j'étais plutôt content. Non. Oui, sinon on peut parler du cachalot, hein, un instant, parce que visiblement tu as vécu des choses avec Gwendoline que nous n'avons pas vécues. Et puis sinon, il y a eu une phrase un peu surprenante dans ton discours, on va peut-être revenir dessus. À un moment, tu nous as dit des sons qui balancent leur blé pour obtenir des ros. C'est super drôle du coup. Des sons qui balancent leur blé pour obtenir l'euro. Voilà, un candidat pareil de l'institution, des questions qui permettent d'expliquer le discours, un manifeste Le test de culture G pour l'année prochaine en ECS et ECE. Voilà. On passe au candidat suivant, je pense. Allez, on y va. Alors, Edith, chacun braille. Raphaël, je te laisse. Ah oui. Non, je ne trompe pas. Non, Edith, c'était très bien, hein, je le maintiens, parce que là, on est dur en réalité. Il nous a fallu environ 3 années, si ce n'est plus, de psychanalyse, des efforts monumentaux pour réussir à aligner 3 mots. Et vous pouvez le constater, j'ai encore un peu de mal. Donc non, vraiment, on n'a pas du tout ça. Edith, moi, tu m'as touché parce que, tout comme moi, tu n'as pas eu une enfance facile. Et oui, Edith, et tu nous as parlé de ton enfance qui consistait en gros à jouer à Colin-Maillard. C'est donc toi qui joues à Colin-Maillard. On t'a prouvé, j'étais content, enfin on l'a. Depuis le temps que je le cherchais, ensuite tu nous as dit que les malabars, et ben toi tu n'en avais même pas. Hein. Et c'est vrai que c'était un peu embêtant. Hein. Là j'ai bien une blague à faire sur quand il y en a marre, il y a malabar. Mais je vais plutôt te laisser faire des blagues, Alexis. Oui, non, bah écoute, tu sais, c'est pour toi qu'il ne faut pas compter sur moi. Alors déjà, moi j'aimerais t'annoncer que tu as perdu d'emblée le vote d'un des membres du jury quand tu avais parlé des rouquins pédés de surcroît. Voilà. Guillaume Courvoisier, non seulement on vient d'annoncer un amphi-plein qui n'est pas le collaborateur de Nathalie Kosciusko-Morizet, mais en plus il vient d'apprendre qu'il est homosexuel. Donc pour une soirée, ça fait quand même pas mal du tout. Hein. Voilà. Mais en revanche, je t'ai dit que tu étais plein de bon sens. Très clairement, s'il y avait un candidat, un prix du bon sens à remettre ce soir, ce serait pour toi. Parce que tu nous as donné des phrases qui, effectivement, étaient tout à fait justes, notamment être aveugle, c'est être dans le noir. Ou encore, l'aveugle aspire à voir. Ben oui, tout un tas de choses qui font bien. On a raison de les répéter parce qu'on ne le dit pas assez souvent. Un peu comme le racisme c'est mal, l'antisémitisme c'est pas bien, l'homophobie c'est pas bon. Oui, mais Raphaël, bah je te sais gré de montrer l'engagement idéologique courageux qui caractérise notre école commune. Voilà, comme on la politique. Moi justement, je passerais bien au candidat de Sciences Po éventuellement. Thibaut Oui. Alors Thibaut, de toute façon, là, lui, clairement, il a été très troublé dès le début du discours. Parce qu'en réalité, il avait entendu un peu plus tôt, dans le discours, je crois, de Gwendoline, les mots RSA,
Et pour Thibaut, c'était une découverte. C'était vraiment quelque chose. Il croyait pas que ça existait, les pauvres. Alors du coup, il est allé au campus Euro-Amérique, où il est entre fils d'ambassadeurs, gens qui ont vécu toute leur scolarité dans les capitales diverses du monde. Enfin voilà, lui-même, il vient de Bruxelles, donc autant dire que c'est quelqu'un d'extrêmement défavorisé. Et son père est banquier d'affaires, vraiment, il trime de plus à plus pour tendre enfance, Thibaut. Et ben voilà, SMIC et RSA, il était tout troublé. Alors, tu à tel point qu'il a fait un discours de gauche. Tu remarqueras quand même la concession au goût populaire qu'il a fait. Le mec a cité Interville. À mon avis, il n'y a rien de sincère là-dedans. Il allait voir sur Wikipédia ce que c'était. La famille Jeucouville n'avait évidemment pas de télévision. Il disait les intégrales de la Bruyère dans l'édition Pléiade de Bravo pour ce travail de documentation, hein, c'était très touchant. Thibaut a aussi été très courageux parce qu'il nous a parlé de ses petits problèmes, hein, assis, debout, repos. Il a dit d'un ton un peu gêné, on a senti clairement qu'il y avait quelque chose là-dessous. Hein. Mais moi, ce qui m'a un peu gêné, et c'est un peu commun aux deux prestations, c'est qu'on s'est limité à un seul borgne. Alors quel borgne, j'en conviens, hein, j'en répète. Et du coup, j'ai regardé, j'ai cherché sur mon téléphone borgne célèbre. Et j'ai trouvé notamment plein de gens très très bien sur lesquels on aurait pu faire des discours rigolos. En particulier, Vincent Auriol. Parce que Vincent Auriol, c'est un prédécesseur du général de Gaulle. Vous savez, celui qu'on cite avec une larme. Et donc, ça aurait pu sans doute scorer encore plus haut. Tu as... Oui. Oui, non, bah écoute, on pourrait continuer. Là, il y a quand même un cas pathologique, mais je pense simplement m'arrêter là encore avec une blague dégueulasse. C'était on s'engage dans la marine. Enfin, j'espère que Louis Alou ne nous regarde pas, il y a peu de chance, mais c'était quand même assez violent. Et puis Thibaut aussi, tu nous as fait Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, voilà. Et ça m'a rappelé cette chanson qui est trop peu connue, qui était Injustement. la chanson de campagne de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous la connaissez? J'imagine que tout le monde était assez mythique, en tout cas du côté de Sciences Po. Et donc, cette chanson, elle était formidable parce qu'elle disait c'était une chanteuse créole qui chantait. Moi je précise, je tiens à avoir un avenir politique, je ne chanterai donc pas, mais je laisse Raphaël de très bon cœur. Qui chantait avec Jean-Marie, je n'ai plus de peine, avec Jean-Marie, plus aucun souci. Et voilà, c'était un peu ton discours, hein, c'est un peu le conseil. Ensuite, on a eu Lancelot, qui a prouvé que grâce à son prénom, que visiblement la difficulté sociale n'était pas le lot de Sciences Po. Oui, non, c'est effectivement un beau geste pour le désenclavement. Je pense que ça doit être les CEPNEI qui tombent à plein à Néoma. Mais non, alors moi évidemment pas mal de choses. Déjà ce passage un peu invraisemblable, genre guide touristique au début. Visiblement, il est venu à Sciences Po, ça lui a plu et il y a eu ce grand moment. À votre droite, vous pouvez apercevoir les charmantes fenêtres ouvragées du couvent des Ursulines. Enfin, c'était bien, à mon avis, il y a carrément une vocation à creuser. Hein. Oui, Lancelot, en fait, tu as choisi pendant tout ton discours de jouer le bon discours. Qu'est-ce que ça aurait été? Et c'était assez amusant. Et ensuite, tu m'as encore été très sympathique parce que tu nous as dit faire une critique sans être quelqu'un d'odieux, c'est quelque chose d'important. Et là, je me suis dit, en ce moment, franchement, c'est ce qu'il nous faut. Hein, Il a aussi dit que les critiques sont des orateurs ratés, ce qui était à mon avis plus pertinent que ce qu'a dit Amaury de Lamartine au sujet, à savoir qu'on allait être bon et gentil. Oui. Manifestement, il était plus clairvoyant. Non, moi, un truc qui m'a frappé aussi Lancelot, c'est le côté de traitement du sujet. Alors bon, déjà, on a eu ce moment changement unilatéral de sujet, puisque entre les deux premiers candidats, on a changé de sujet. Alors moi, j'ai pas trop compris. Hein. Je suis quelqu'un d'un peu limité, mais voilà, on est passé du stagiaire au salaire. Enfin, c'est un peu comme ces jeux qu'on joue dans on est aussi passé du borne au borgne. Hein. Oui, borne, oui, voilà. Enfin, non, c'était grandiose. Non, voilà, et puis moi quand même, non, en fait, non. Voilà, sinon tu nous as parlé de ton partiel de finance d'entreprise, et moi aussi, j'avais eu un partiel de finance d'entreprise où je m'étais tollé. Enfin, plutôt comme on dit à Sciences Po, alors que j'arpentais vaillamment les couloirs sombres de mon école de commerce. J'avançais vers le déni, quand soudain, le général de Gaulle me dit... Voilà. Donc ça m'a un peu rappelé ça, et pour ça, Lancelot, moi je t'ai beaucoup aimé, hein, je dois l'avouer. Vous aurez remarqué que Raphaël ne réussit pas à citer des mots du général de Gaulle par cœur en parlant spontanément, ce qui explique comme ça des années d'ostracisme à Sciences Po. Ça m'a vraiment merci pour lui. Je vais, ça se voit, Arlette Laguillet, hein, travailleuse, c'est mon truc. Alors pour en arriver au dernier candidat, Julien, moi j'ai été frappé par son début.
Il est 10h. Alors, c'est assez sympa. Il y en a qui ont des vocations de guide touristique, et il y en a d'autres qui ont des vocations d'horloge parlante. C'est un noble métier. C'est un noble métier, Julien. Une autre idée d'orientation éventuellement à creuser, c'est celle de curé. C'est celle de curé, parce que quand même, tu nous as parlé. Alors, bon, il y avait évidemment le en vérité. En vérité, je vous le dis, ceux qui ne se verront pas, et puis le tout, quoi. Personne n'est à l'abri de juger son semblable, oh là là. Le seul crime est de ne pas aimer ceux qui nous ressemblent. Bah écoute, vu tes cheveux, hein, j'ai envie de dire, ça va pouvoir se défendre. Bref, c'était quand même effroyablement moralisateur, ce truc. Oui, moi j'ai mis un instant, Julien, à te repérer derrière les micros où tu t'étais caché. Et ensuite, quand ce fut chose faite, je me suis dit qu'en réalité, Julien, avant d'être à Sciences Po, eh bien, il avait postulé pour être mannequin chez L'Oréal. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais Julien, à chaque fois qu'il faisait une blague, alors c'est pas grave, on va la faire quand même, mais de toute façon, moi ça marchera beaucoup moins bien. Julien, à chaque fois qu'il faisait une blague et qu'on sentait qu'il était content, eh bien, il repassait sa main. Et ça, je me suis dit, ben voilà pourquoi, et j'ai envie d'appeler immédiatement Liliane Bettencourt, hein, pour lui dire, j'ai quelqu'un pour toi, Liliane, il s'appelle Julien, il rêve d'être dans les pubs à la place de Pénélope Cruz, il en a d'ailleurs le physique, et donc tu peux incontestablement y aller. Et je pense que là, soudain, eh bien, tu ne feras plus de discours ici, et tu ne partiras à Sciences Po, ça nous rendra naturellement très tristes, mais ça nous empêchera surtout d'entendre le fameux disque de Mireille Mathieu et M. Pokora. Alors j'avais prévu naturellement de vous chanter du Mireille Mathieu avec M. Pokora. Maintenant je ne connais pas les paroles des chansons de M. Pokora, donc je ne peux pas vous le faire, croyez bien que je le regrette. Là, on arrive au moment tragique où on a fini un peu trop tôt. Voilà, c'est un peu l'embarras. On fait quoi, Raphaël? Oh bah écoute, on peut faire un striptease. On va vite les joutes. Alors, est-ce qu'on sait où on en est des délibérations? Merci. Ah là là. Non, mais je pense qu'on va renoncer après. On pensait prendre la salle en otage et lire, parce qu'il y a des livres, on leur offre des livres. On leur offre notamment les Diaboliques de Barbé de Révéli. Moi, je ne sais pas prononcer ce nom, hein, Barbé de Révéli. Donc, je pense qu'on va le lire en entier, non pas. Bien. Comme je le comptais faire. Et en plus, non, chez Néoma, on offre des cadeaux très généreux. Parce que je ne sais pas si tu remarques, il y a marqué livre offert. Si tu veux, le président de l'orateur, c'est celui qui arrive avec un bijou, un Carrefour en toque devant sa copine et qui a laissé l'étiquette avec le prix, quoi. C'est dommage, comme on dit. Donc voilà, alors en tout cas, vous en avez de la chance parce que vous allez gagner des livres gratuits. Mais surtout, parce que vous avez été, et on va le répéter quand même, vous avez été tout à fait brillant. Et maintenant, on va applaudir une nouvelle fois ces 6 candidats parce qu'ils ont vraiment été très bien. Ils ont été très Nous avons désigné comme gagnant de ces joutes rémoises Sciences Po. À l'issue d'un vote extrêmement serré, puisque Sciences Po a gagné à deux joutes à une, donc c'était très serré. Pour vous expliquer donc les gagnants par joute, comme ça vous savez aussi comment on a procédé pour le premier duo qui n'avait pas le même thème, super pour le jury. Tout travail mérite stagiaire ou salaire, ça dépend où on se place. Et donc on a désigné Gwendoline comme gagnante. Alors, oui, sur la deuxième joute, donc au pays des aveugles, les borgnes, et non pas les bornes, sont-ils mal vus. Donc on a désigné à l'unanimité, non, pas tout, presque à l'unanimité, Edine.
dernière joute, et c'était difficile à décider, mais finalement, on a nommé Julien. Du coup, pour annoncer le coup de cœur ou le grand gagnant, on a longuement débattu et notre choix s'est porté sur un des gagnants d'une des joutes. Du coup, le coup de cœur, donc le grand prix, revient à Edine. Peut-être les candidats répondent. Merci. Écoutez, nous on a choisi donc le coup de cœur des associations, des deux associations qui se sont regroupées dans leur coin pour désigner leur coup de cœur à eux, qui donc lui est remis à Thibaut Genouville. Merci.